Bonjour à tous. Hop, je regarde, oui, c'est bon. Donc, bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire donc, sur la formation logicielle. Trois dispositifs pour faciliter leur utilisation. Donc, on va commencer par un tour de table rapide pour se représenter, vous resituer Lemon Learning et une présentation rapide du déroulé du webinaire. Je vais laisser Sacha se présenter. Bonjour à tous, merci Alexandre. Donc, Sacha Henry, chef de projet IT. J'accompagne nos clients sur cette partie projet, donc tout ce qui est cadrage global au niveau des enjeux également, ainsi que la communication. Également sur les aspects techniques, c'est-à-dire le déploiement de notre solution, c'est-à-dire sur les modes de déploiement ainsi que les modes d'authentification. Donc, j'y reviendrai un petit peu plus, un peu plus tard avec des cas concrets, ce sera tout de suite plus parlant. Merci Sacha. Alexandre Simon, je suis commercial chez Lemon Learning. Donc mon rôle est de comprendre les différents enjeux de mes clients et de pouvoir proposer les solutions les plus adaptées pour y répondre. Vraiment en allant dans le fond des différents problèmes et en analysant comment y répondre, tout simplement. Pour vous présenter Lemon Learning, donc Lemon Learning, on est leader français de l'adoption digitale. On existe depuis 2014. On travaille pour un peu plus de 120 clients à travers le monde, dans plus de 70 pays, et on a réalisé un peu plus de 300 projets. On est 50 collaborateurs basés à Paris, donc à Réaumur-Sébastopol. On travaille sur tout type de sujet, dans tout type d'industrie. Vous pouvez voir un panel de nos clients. On travaille sur un contexte très international. Pour le déroulé pour revenir sur les enjeux, pour revenir sur les enjeux qu'on adresse, les enjeux qui sont adressés par les Learning, c'est tous les enjeux liés à la prise en main des outils, à la conduite du changement, vraiment pour que les logiciels soient utilisés au mieux par les différents collaborateurs au sein des entreprises. Donc, dans un premier temps, en partie 1, on va voir les enjeux de la formation au logiciel. Dans une partie 2, on va voir comment créer les formations logicielles avec la solution Lemon Learning. Dans la partie 3, on va voir trois dispositifs clés qui facilitent justement la prise en main, l'utilisation des logiciels tout au long des différents projets. En partie 4, commencer à réfléchir et à vous montrer les indicateurs clés de réussite de ces projets, pour vraiment mesurer le ROI que vous avez sur ces formations. Et dans un dernier temps, en cinquième partie, on pourra répondre à vos différentes questions. Je vais laisser la main à Sacha pour la première partie. Ouais. Alors, on va commencer sur les enjeux de la formation au logiciel. J'aimerais commencer cette partie par un chiffre. 58% des collaborateurs affirment que leur entreprise utilise des outils numériques avancés, mais n'offre pas la formation requise pour les prendre en main. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des cas de figure où on a des nouveaux outils en interne. Donc, ça peut être soit un nouvel outil, soit une montée de version. C'est les deux cas principaux que je retrouve auprès de mes clients, où on se retrouve avec un outil pour de nouveaux process. Cependant, les utilisateurs n'ont pas forcément les clés, ce qui a un effet assez déceptif et assez contraire aux attentes liées à cette conduite du changement. Lorsqu'on met en place donc des formations logicielles, on a différents enjeux pour une entreprise. Souvent, la population cible d'une entreprise, heu, elle a un besoin, sur certains process et les entreprises souvent répondent par cet aspect digital, c'est-à-dire qu'on a une implémentation de nouveaux outils, de changement de process, des outils beaucoup plus matures, que d'ordinaire et on se retrouve, donc avec une mise en place de ces nouveaux outils, mais pas toujours dispensés avec, les bonnes clés pour pouvoir les prendre en main. C'est-à-dire que, les entreprises font appel à nous pour les accompagner justement sur ces aspects de formation. Donc c'est les 2 cas de figure principaux que j'ai évoqués, précédemment. C'est-à-dire qu'on a souvent soit un outil, un nouvel outil en interne, soit une montée de version. L'idée pour les entreprises, c'est d'avoir un taux d'adoption très important, que les utilisateurs finalement, se sentent à l'aise sur ce nouvel outil et en aient la compréhension, puissent avoir les clés en main pour pouvoir l'utiliser. L'idée également, derrière, c'est qu'au-delà d'avoir, heu, réduction réduire le temps en création et mise à jour. C'est-à-dire que, principalement sur les formations classiques, on se retrouve avec, beaucoup d'informations. Donc on a une formation de prime abord, puis on a beaucoup de documentation, annexe, qui demande une gestion quotidienne de mise à jour qui est assez chronophage. Et l'avantage avec, ce que nous proposons, qui vous sera présenté un petit peu,
un petit peu après par Alexandre, c'est qu'on a une facilité de mise à jour directement sur l'outil. J'en dis pas plus, on va vous présenter des cas concrets juste après. L'idée également pour les entreprises, si je reprends les différents leviers, diminuer le temps consacré à la formation des utilisateurs. On se retrouve souvent sur des grands volumes d'utilisateurs concernés qui demandent une gestion de formation assez complexe. On a également cet aspect de taux de consultation des modules donc, qui fait lien avec l'utilisation, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un taux d'adoption très faible sur ces outils parce qu'on n'en comprend pas le fonctionnement. Et on a aussi cet aspect d'onboarding utilisateur en continu, c'est-à-dire que je suis un utilisateur nouvellement arrivé dans une entreprise. Comment je fais pour me former à cet outil? Est-ce que je dois repasser par toute une formation? Est-ce que j'ai déjà des éléments présents, etc. Voilà, c'est sur ces aspects-là qu'on souhaite orienter ce webinaire avec les présentations qui suivent. Alors, dans un second temps, donc créer votre formation logicielle avec Lemon Learning, donc avec la solution Lemon Learning. On va se baser sur 3 piliers en fait chez Lemon Learning. C'est vraiment les piliers sur lesquels on s'appuie. Donc, ça va être sur la formation, le support et la communication. Ici, on a différentes études qui permettent de donner un peu de chiffres par rapport à ça. En termes de formation, quand on parle de formation sur la prise en main des outils, par exemple sur LinkedIn, une étude qui avait été faite, on peut voir que 49% des collaborateurs préfèrent se former au moment où ils en ont besoin. 58% préfèrent apprendre à leur propre rythme. Et en fait, c'est vraiment aussi une partie de notre mantra. On va donner, l'utilisateur va pouvoir apprendre au moment où il en a vraiment besoin. On va lui donner l'information à l'instant T. Il ne va pas avoir besoin d'aller chercher en dehors de l'outil ou ailleurs l'information. Il va vraiment pouvoir avancer et c'est entre guillemets le learning by doing, donc apprendre en faisant. En termes de support, on se rend compte que finalement, le but, c'est d'être vraiment accessible et disponible tout le temps. On ne va pas avoir besoin de passer par un support classique, par mail, téléphone ou ticketing. Euh, la plupart des collaborateurs souhaitent aujourd'hui avoir justement accès à une assistance en ligne sous différentes formes. Il y a aussi vraiment ce principe de libre service où vraiment la personne pourra aller piocher vraiment à l'instant T, encore une fois, l'information. Et en termes de communication, donc notre troisième pilier, le but c'est donc interagir en continu avec les utilisateurs directement depuis l'outil. Je sais qu'il y avait, bon, enfin, il y a cette étude de Project Management Institute qui avait fait une étude et un projet sur 3 échoue en raison d'une communication inefficace. On se rend compte que souvent on déploie des outils qui parfois sont une montée en charge assez lourde pour l'entreprise et derrière l'outil va être pas utilisé complètement. On se rend compte chez beaucoup de clients que malgré l'engagement, le fait d'avoir porté le projet, si l'accompagnement n'est pas adéquat, si l'accompagnement ne fait pas corps avec le déploiement ou la durée de vie du projet sur la maturité, finalement, le projet peut être un échec en termes de montée en compétences, des fonctionnalités qui ne sont même pas utilisées, des coûts supplémentaires par le retraitement de la donnée ou par les demandes support qui augmentent. Il y a énormément de critères qui rentrent en compte et c'est vraiment une généralité qu'on retrouve sur tout type d'industrie. Donc, pour aller dans le vif du sujet, pour vous montrer différentes fonctionnalités, je vais vous faire une démonstration directement sur un outil de la solution. Donc, on est sur un CRM classique du marché qui s'appelle Salesforce, mais là n'est pas l'important, étant donné que notre solution est compatible avec tous les applicatifs web. On travaille, 50% de nos projets sont aussi sur des outils maison, donc on est compatible avec tout type d'outils. Donc, par exemple, ici dans Salesforce, on va pouvoir retrouver Lemon Learning. Donc, Lemon Learning, c'est cette bulle jaune qui apparaît à droite. Donc, on peut se déployer par intégration directe ou par extension navigateur. Donc, cette bulle va agir comme une bibliothèque de contenu où l'utilisateur va venir piocher différentes informations. Le contenu qui est poussé dans la bibliothèque n'est pas le même pour tout le monde. Le but, c'est d'avoir une segmentation pédagogique pertinente par rapport aux usages métiers et aux différentes attentes des collaborateurs et des managers pour utiliser au mieux l'outil. Donc, un utilisateur qui va venir pour la première fois sur un outil ou après une mise à jour où une nouvelle fonctionnalité vient d'être déployée, par exemple, on va lui dire de créer un contact, de créer une opportunité. Donc, par exemple, si je vais créer un contact ou une opportunité, j'identifie l'utilisateur, je lui redonne le contexte sur ce qui est attendu de sa part, et derrière, en fait, on va venir le guider pas à pas. Quand il a besoin de l'information, il ne va pas faire un ping-pong en dehors de l'outil. Donc, cliquer sur opportunité. Donc, Lemon Learning, c'est ce système de balises et de bulles qui va permettre de guider l'utilisateur. Donc là, ce sont vraiment les guides interactifs.
On est capable de voir les changements de page et de pouvoir dérouler le process pour le collaborateur. Ce qui est important de noter, pour donner un peu de data, quand une information est donnée en dehors de l'outil, sur différents sites, un intranet ou autre, finalement, on se rend compte chez nos clients que très souvent, le taux de consultation s'effondre entre 5 et 10%, alors que quand on communique l'information sur l'outil, on arrive à une moyenne de 90% de consultation et c'est là toute la puissance. C'est vraiment de donner l'information dans l'outil. Donc, par exemple, la saisie de texte peut faire avancer le guide. Le but, c'est vraiment de prendre la main du collaborateur. C'est comme un GPS dans l'application. Renseigner une date de clôture. Par rapport aux usages métiers et aux spécificités ou tous les process que vous pouvez avoir, on est capable d'imaginer, de retranscrire des scénarios. Par exemple, un utilisateur qui va choisir l'étape qualification. On va pouvoir identifier qualification, se fixer alors à 10% et redonner du contexte sur le choix de l'utilisateur. Mais un autre utilisateur qui aurait choisi proposition de valeur, par exemple, on va pouvoir lui identifier le chemin et lui repousser le contenu le plus adapté. Donc vraiment, tous les scénarios sont envisageables. Par exemple, créer une autre opportunité. Si je veux créer une autre opportunité, oui, enregistrer à nouveau. Si je ne veux pas créer une autre opportunité, enregistrer. C'est une fenêtre de conclusion, elle n'est pas obligatoire, mais beaucoup de nos clients l'utilisent pour, par exemple, j'ai créé une opportunité, j'ai créé un contact. On peut pousser un guide suivant pour dire, bah, maintenant que j'ai créé ça, qu'est-ce que je fais avec cette opportunité? Donc là, ce qui est important de noter, c'est qu'en plus d'avoir appris l'action, j'ai vraiment réalisé l'action, l'opportunité a été créée, je n'ai pas perdu de temps et je peux revenir dessus à l'infini. C'est ce qui arrive très souvent dans le cas de certains process que le collaborateur va faire. J'ai souvent vu des cas, par exemple sur des SIRH ou autres, où le collaborateur qui va le faire 3 ou 4 fois dans l'année, finalement va être un peu perdu au retour sur l'outil. Et là, par exemple, il pourra revenir refaire le guide à l'infini dans le temps si derrière il a un doute. Donc ça, c'est les lanceurs manuels. Donc il y a aussi une autre façon de faire du libre service. Donc il y a ce système de boutons, par exemple, qu'on va intégrer sur des formulaires ou différentes parties d'un outil. Et en fait, l'utilisateur qui se retrouve face à une inconnue va pouvoir lancer le guide pour être guidé. Ce qui est intéressant, c'est que l'utilisateur va pouvoir commencer le process et quand il va arriver sur ce bouton, le guide va se reprendre à l'étape importante, c'est-à-dire que on est capable de reprendre un process en cours de route par rapport au guide. C'est en fait ce bouton agit comme un raccourci. Donc ça, c'est les lanceurs manuels. Pour vous montrer une autre fonctionnalité au niveau des guides interactifs, c'est ce qu'on va appeler les smart launchers, les lanceurs automatiques. C'est un outil qui est assez fort en cas de mise à jour ou de nouvelles fonctionnalités. Donc un utilisateur qui va venir pour la première fois sur un formulaire ou après une mise à jour, le guide va se lancer automatiquement à l'ouverture de cette fonctionnalité. Et le but, c'est vraiment, vous prenez la main encore une fois au collaborateur, l'information est directement donnée au bon moment. Donc tout ça, c'était la partie guide. Pour aller rapidement sur d'autres fonctionnalités, il existe d'autres fonctionnalités, par exemple le système d'infobulle qui vous permet justement de venir greffer ces bulles qui existent déjà par d'autres systèmes. La grande différence qu'on apporte, c'est de la flexibilité, c'est-à-dire que c'est assez rapide à mettre en place et c'est assez mouvant. Vous pouvez intégrer tout type de contenu, même des vidéos. Le but, c'est que voilà, vous puissiez vraiment apporter de la flexibilité sur cette partie-là. Par exemple, ici, Salesforce a lancé une nouvelle fonctionnalité. Vous pouvez directement venir mettre de la vidéo. Vous avez réalisé tel ou tel contenu, vous l'intégrez directement dedans. Pour aller rapidement sur une autre fonctionnalité, donc on a ce qu'on appelle les validateurs de saisie. On se rend compte que c'est un enjeu très fort à adresser à partir du moment où le fait de retraiter la donnée demande du travail derrière. Donc on va pouvoir venir installer ce qu'on appelle ces validateurs de saisie. C'est comme cette fenêtre rouge qui apparaît à droite de l'écran. Tant que l'utilisateur n'a pas respecté les bonnes conditions, cette fenêtre ne disparaît pas. On ne va pas bloquer la saisie, mais on va donner du conseil pour que derrière, la donnée soit le mieux saisie possible. Donc, tant que je n'ai pas respecté les critères, cette bulle rouge ne disparaît pas. Donc, pour la dernière fonctionnalité, mais pas des moindres, c'est l'une des préférées de nos clients en termes de conduite du changement, de retour d'expérience et pour pousser de l'information. C'est ce qu'on va appeler les pushes d'actualité. Donc là, je vais le lancer manuellement, mais dans la réalité des cas, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, un utilisateur qui va venir sur un nouveau formulaire, pendant une période de temps donnée, on utilise par exemple beaucoup dans le retail ce push pour pousser de la promotion, annoncer des mises à jour, de la maintenance, toute autre raison, vous allez pouvoir venir pousser l'actualité directement dans les pushs.
Vous pouvez aussi, par exemple, vous avez sorti une nouvelle fonctionnalité, l'utilisateur va se connecter et va pouvoir directement lancer le guide à partir du push. Donc du coup, au moins, vous êtes sûr que l'information a bien été saisie. On rencontre souvent, par expérience, quand la nouvelle fonctionnalité ou la mise à jour est annoncée dans un mail, malheureusement, on sait ce qui se passe avec les mails quand ils sont stockés ou même peu consultés. Derrière, en fait, là, vous êtes sûr que la personne est informée de cette nouvelle fonctionnalité pour que l'utilisation de l'outil soit la meilleure. Et vous pouvez aussi faire des retours d'expérience, par exemple. Vous pouvez imaginer toutes sortes d'outils avec un form, un Sphinx. Vous pouvez mettre des liens vers votre intranet ou tout autre type de formulaire que vous souhaitez communiquer. Je vous invite d'ailleurs à répondre au sondage si vous ne l'avez pas déjà fait. Il y a des sondages qui sont disponibles dans la fenêtre de chat. Je vous invite à y répondre. Merci beaucoup. Je vais vous partager mon écran pour la partie éditeur maintenant. Donc l'éditeur, c'est l'outil qui va permettre justement aux différentes personnes qui vont créer le contenu de pouvoir justement créer ce contenu, le maintenir à jour dans le temps. Donc je suis connecté sur mon éditeur et le but, c'est de pouvoir venir créer les guides que je souhaite. Par exemple, si on fait un test aujourd'hui, si je fais test, on va mettre webinar, hop, je sélectionne mon outil donc dans lequel je veux travailler. Donc mon guide est créé. Donc je vais pouvoir commencer à paramétrer un parcours. Donc là, c'est une petite étape d'introduction. Mais donc voilà, si je veux créer un process, donc un guide, comme vous l'avez vu tout à l'heure, un guide interactif, je vais venir sélectionner une nouvelle étape et je vais pouvoir venir cibler tout ce que je souhaite à l'écran. Même si c'est dans un menu déroulant ou autre, je vais être capable de venir identifier tout ce que je veux à l'écran. Donc par exemple, si je vais dire à mon utilisateur, à mon collaborateur, je veux que tu crées un rapport ou que tu crées ou que tu consultes un tableau de bord. Donc je vais venir cliquer sur tableau de bord tout simplement et je vais pouvoir justement commencer à créer mon process. Par exemple, je vais lui dire cliquer sur tableau de bord. Je personnalise directement, comme ça j'ai plus besoin de revenir dessus. Je clique comme je lui ai demandé et je vais pouvoir venir lui faire une étape suivante. Donc j'ai cliqué sur tableau de bord pour aller dans la catégorie. Et maintenant, qu'est-ce que j'attends de mon collaborateur? Est-ce qu'il doit créer un tableau ou aller chercher par exemple le tableau client 2022 région Occitanie par exemple? On va pouvoir aller directement lui indiquer la recherche qui est attendue de lui. Donc, je ne vais pas aller plus loin, mais pour vous montrer, en fait, le but de voir l'éditeur, c'est de comprendre que pour créer du contenu avec Lemon Learning, au niveau de l'éditeur, on n'a pas besoin de compétences techniques. On peut créer du contenu assez simplement avec l'éditeur et le maintenir à jour dans le temps. Par exemple, si une étape vient se rajouter au niveau du process, on va juste venir l'intégrer. On ne va pas avoir besoin de reprendre tout le guide. Et si on veut faire des conditions, donc on va pouvoir voir dans cette vue d'arbre, on va pouvoir faire scénario A, B, C, D, imaginer toute l'arborescence qu'on veut créer. On a aussi la vue sous forme de liste. Et par exemple, en cas de mise à jour, si le bouton, imaginons tableau de bord, change de place, si je rejoue mon étape, on va être capable de retrouver le bouton. Donc du coup, à part si c'est des mises à jour majeures, le guide sera toujours fonctionnel. Voilà pour la partie éditeur. Je vais redonner la main à Sacha pour la suite pour la partie 3. Merci Alexandre. Est-ce que du coup tu relances? Alors, je J'ai regardais. relancé. Ok, très bien. Hop, je change de page. Oui, on a déjà quelques questions. Comme je peux le voir, on répondra à vos questions à la fin du webinaire. Très bien. Donc maintenant, on va aborder cette troisième partie sur les dispositifs de formation pour faciliter l'utilisation de vos logiciels. Donc la première, le premier levier qui est un des plus utilisés, qui sont les guides interactifs qui viennent de vous être présentés par Alexandre précédemment.
Commençons par un chiffre. 12%, c'est le nombre d'apprenants qui mettent en pratique ce qu'ils apprennent de la formation qu'ils reçoivent sur le lieu de travail. Donc, c'est un chiffre qui est relativement bas et qui démontre qu'une formation classique n'est parfois pas suffisante pour avoir les clés d'utilisation de ce nouvel outil en interne. Je change de slide. Donc, ce premier point sur les guides interactifs, donc, Alexandre vient de vous le présenter, mais pour vous en réexpliquer le principe, c'est des contenus de formation interactifs qui permettent d'apprendre à exécuter une tâche pas à pas. C'est-à-dire que je suis dans mon outil et directement intégré à mon outil, j'ai cette possibilité d'être guidé de manière interactive directement sur un process donné. Je prends un exemple au hasard, je suis sur un SIRH, j'ai besoin de remplir un certain formulaire, je ne sais pas comment faire. J'ai cette petite bulle Lemon qui vous a été présentée par Alexandre. Je clique au bon endroit dans la rubrique qui m'est concernée et j'ai cette possibilité voilà, de lancer ce contenu qui va m'accompagner directement. Donc, on a soit ce système de bulles informatif qui nous donne, on a cet apport d'informations avec des déclencheurs adéquats. On voyait sur les bulles précédentes ce système suivant qui permet de passer à l'étape d'après, soit on peut vraiment guider l'utilisateur directement dans le process en l'incitant à cliquer dessus. C'est toute une réflexion et l'éditeur qui vous a été présenté par Alexandre permet de modéliser de différentes manières. Donc, quelques exemples qui vous sont présentés. Créer une opportunité sur Salesforce. Donc, Salesforce, c'était le support qu'Alexandre a utilisé précédemment. Ajouter un enfant à charge sur Workday. Importer des fichiers dans SAP. Voilà. Donc, c'est différents types de process sur différents types d'outils qui sont un avantage considérable étant donné qu'on est sur du pas à pas. On est directement dans l'outil. C'est intégré directement dans le logiciel. Je rebondis sur une question que j'ai lue dans le chat participant qui nous demandait est-ce qu'on est en dur ou dans le code. On a cette double possibilité. Ça peut être différents modes de déploiement. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique tout de suite, mais on a différentes possibilités d'intégration qui sont vues au préalable lors de l'organisation d'un projet. Je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur la slide suivante parce que je souhaiterais utiliser des cas concrets. Ça fait un peu moins d'1 an et demi que je suis chez Lemon Learning. Donc, je suis chef de projet d'une quarantaine de projets depuis ma venue chez Lemon Learning. Et on retrouve souvent des enjeux assez similaires auprès de nos clients. Donc, j'ai décidé de prendre un cas client pour vous présenter ces guides interactifs. Donc, par souci de confidentialité, je ne vais pas citer le nom du client, mais plutôt le secteur. Donc, on était sur le secteur de la grande distribution. Donc, c'est un client qui a fait appel à Lemon Learning pour être accompagné sur le déploiement d'un outil de gestion comptable. Donc, l'idée, c'est qu'ils avaient une population avec 300 utilisateurs, un nouvel outil en interne, des process précédemment qui n'étaient pas assez matures par rapport aux besoins de l'entreprise. Du coup, ce qui a été mis en place sur la slide suivante, c'est un accompagnement vraiment personnalisé. On commence souvent un projet par faire une réunion de cadrage, une réunion de lancement, où on va définir les jalons globaux du projet, comprendre les enjeux principaux de notre client et s'assurer qu'on est en phase avec les attentes. Ensuite, on positionne un atelier de prise des enjeux. Cet atelier de prise des enjeux, c'est un des ateliers les plus importants, je dirais, parce qu'il mobilise finalement des personnes au cœur des process, c'est-à-dire des personnes que nous, on va considérer métiers, c'est-à-dire soit qui ont connaissance du process en interne si on est sur un outil déjà existant, qui a simplement une montée de version. Et si on est sur un nouvel outil en interne, on va essayer de mobiliser des personnes qui sont vraiment au fait du besoin et qui ont des relations étroites avec les personnes métiers. L'idée d'un tel atelier, c'est de comprendre le besoin et d'orienter ensuite les contenus sur quelque chose de pertinent. Je le disais tout à l'heure, on a cette possibilité avec l'éditeur de conception qui est infinie parce qu'on peut faire vraiment beaucoup de cas de figure différents. Il faut par contre avoir cette réflexion en amont lors de l'atelier de prise des enjeux sur est-ce que c'est pertinent de mettre ce contexte-là en avant, ce process-là en avant? Et tout ça, c'est des choses qui sont définies en amont avec le chef de projet, Lemon Learning, et en accord avec les parties prenantes côté projet et métier côté client.
Ensuite, on a cet aspect de formation parce que cet éditeur qui vous a été présenté, il peut être autant utilisé par les Lemon Learning que par nos clients. Comme le montrait Alexandre, c'est une interface vraiment intuitive qui permet, après une formation, d'avoir la connaissance pour créer soi-même et ça ne demande pas une technicité particulière. On a une interface facilitée. Par exemple, pour créer des ancrages, comme le montrait Alexandre, il suffit de cliquer sur le bouton ciblé et en fait, l'ancrage se fait naturellement. Donc, on a cette simplicité avec l'interface. Ensuite, on a un atelier technique qui, là, va plutôt être axé sur le mode de déploiement. Donc ça rebondit sur une question qui a été posée: comment est implémenté Lemon Learning? On a différentes possibilités. On peut soit faire par extension de navigateur, soit par intégration dans le code de l'outil. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est pas comment ça fonctionne, mais surtout que c'est transparent pour l'utilisateur final. Ce point-là, il est fait en amont d'une mise en production avec les parties techniques chez notre client, ce qui nous permet de gérer finalement au niveau de la pertinence, est-ce qu'on a accès au code, est-ce qu'on n'a pas accès au code, de gérer le mode d'authentification qui serait pertinent également, parce qu'on a plusieurs modes d'authentification en fonction des besoins. Tout à l'heure, Alexandre vous parlait de la segmentation pédagogique. En fonction du type d'authentification, on peut pousser du contenu particulier à certains utilisateurs. C'est ce qu'on appelle segmentation chez les Lemon Learning. Et en fait, au cours de cet atelier technique, on va venir définir ces différents aspects pour justement avoir quelque chose le plus transparent et le plus pertinent pour l'utilisateur final. Donc, pour répondre à cette question, on a différents modes. Il est aussi possible de le faire par extension de navigateur que directement dans le code. Donc, je reviens sur la suite de ce qui est mis en place avec ce cas client. On a donc cette partie conception de contenu et j'ai ajouté cette partie support conception. J'ai vu une question qui parlait de quelle est la différence entre WalkMe et Lemon Learning. Chez Lemon Learning, on met en place un support. Donc, on a déjà un chef de projet dédié pour notre client qui va être le point d'entrée des différents des différents besoins, autant projets techniques que commerciaux. Et on a en place cet aspect support de conception. Par exemple, si c'est notre client qui est en charge de la conception, après avoir été formé, il y a toujours un besoin d'accompagnement constant qu'on ne retrouve pas nécessairement chez tous nos concurrents et qui nous permet justement de nous différencier là-dessus. Alors, je ne vais pas vous faire un discours commercial, ce n'est pas mon rôle, mais tout ça pour vous dire que dans une logique de conduite de changement chez Lemon Learning, on va avoir un support depuis la réunion de lancement jusqu'à la mise en production et post-mise en production. C'est-à-dire que le support est continu de A à Z, si je puis dire. Et puis, on a ce dernier aspect qui est la communication. La communication qui est extrêmement importante, peu importe le projet, parce qu'on a beau avoir de nouveaux outils, les clés pour le faire, si on n'a pas de communication derrière, les utilisateurs ne seront même pas au courant qu'on leur propose des clés pour en fait utiliser les nouveaux outils en interne. Donc, on a aussi cet aspect communication qui est inhérent à la mise en place d'un projet. Deuxième cas de figure, la segmentation pédagogique dont on parlait précédemment. À nouveau un chiffre qui est de 54% des personnes veulent voir un contenu personnalisé en fonction de leurs intérêts, ce qui est tout à fait légitime. Si je reprends l'exemple du player qui vous a été présenté, je clique sur le player et j'ai différentes rubriques. Je souhaite par exemple faire un process de type facturation. Si je ne suis pas concerné par d'autres process, je n'ai pas envie de les voir s'afficher, finalement, ça crée trop d'informations et ce n'est pas du tout le but recherché. L'idée avec la segmentation pédagogique, donc, pour en rappeler les principes, c'est des contenus personnalisés selon les différentes populations, excusez-moi, d'utilisateurs, avec quelques exemples. Par exemple, selon la langue de travail, si je travaille en Allemagne ou en Italie, j'aurai du contenu dans ma langue. L'usage du logiciel, si par exemple je suis manager, assistant, directeur, etc., je n'aurai pas le même besoin sur mon outil et je n'ai pas besoin d'aller voir le contenu de mon directeur et inversement. Ou métier, acheteur, fournisseur, etc. Quel est l'avantage? Un accompagnement sur mesure pour chaque utilisateur. Comme je le disais précédemment, on se retrouve avec du contenu vraiment personnalisé
que mon manager n'aura pas accès s'il n'en a pas l'utilité, etc. On a du contenu adapté aux enjeux utilisateurs, une formation plus engageante, c'est-à-dire que quand je suis guidé au pas à pas sur du contenu qui me correspond vraiment, c'est-à-dire qu'on a cette possibilité dans l'éditeur d'avoir cette segmentation, mais également customiser avec des variables le nom, prénom de l'utilisateur. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais par exemple, c'est-à-dire que j'ouvre mon guide et là, je me retrouve avec mon prénom, bonjour Sacha Henry, vous souhaitez être accompagné sur tel type de process, veuillez cliquer sur suivant, etc. Donc, on a vraiment cette segmentation qui permet de cibler notre population, notre utilisateur et d'avoir un engagement beaucoup plus fort. Ensuite, on a une meilleure efficacité de la formation. Donc, ça tombe sous le sens par rapport aux éléments précédents que je viens de développer. Mais à partir du moment où on ne se perd pas dans les informations, que c'est clair, concis et qu'on arrive à faire notre process rapidement, on a forcément une meilleure adoption de notre outil et un engagement beaucoup plus fort. La segmentation pédagogique, excusez-moi, je vais vous présenter un cas d'usage particulier que j'ai eu avec un client du secteur hôpitaux et centres de soins qui a fait appel à Lemon Learning pour être accompagné donc, sur un déploiement d'outils de type système d'information. Donc l'idée, c'était un nouvel outil en interne avec une forte segmentation. C'est-à-dire qu'on avait énormément de populations, donc on en avait plus d'une dizaine de populations avec différents profils. Donc c'est là où on en revient sur cette partie technique avec les modes d'authentification. Ce qu'il faut savoir simplement avec les Lemon Learning, c'est que cette segmentation pédagogique, elle est à double niveau. Le premier niveau vous a été présenté par Alexandre avec l'éditeur. C'est-à-dire que on a cette possibilité de créer des conditions dans l'éditeur. Par exemple, si sur mon Salesforce, comme pour reprendre l'exemple de l'outil, si je suis sur mon Salesforce et que j'ai tel élément qui apparaît en fonction de mon statut, je peux créer une condition et créer un cheminement. C'est ce que vous expliquez, Alexandre, avec le ABCD. Et donc, on peut faire cette possibilité de segmentation, créer du contenu en fonction de ce qui est présent sur la page ou non. Et on a également cette possibilité de segmentation pédagogique sur l'implémentation technique. C'est-à-dire que tout est fait en amont sur l'intégration et sur le mode d'authentification. Prenons un exemple. Le premier exemple avec les 200 guides plus 3000 utilisateurs que je vous ai présenté en petit 1, on avait finalement 300 utilisateurs mais avec le même besoin. C'est-à-dire qu'on est parti sur un mode d'authentification anonyme où tout le monde récupérera le même type d'informations. Pour ce cas présent avec le secteur hôpitaux et centres de soins, on avait un besoin différent où on avait différents types de contenus. L'idée, c'était que lorsque je me connecte en tant qu'utilisateur, je ne vois pas les contenus qui ne me concernent pas, ce qui est la segmentation pédagogique. Pour ce faire, on a différents modes d'authentification qui sont soit de l'automatique, soit par SSO. Donc, on a cette possibilité de venir récupérer de l'information, soit directement dans l'outil du client, soit directement dans l'annuaire d'entreprise. En fait, on a cette remontée d'informations qui nous permet d'associer par exemple, toutes les personnes travaillant dans le département RH à ce type de contenu. Donc, on a cette possibilité de segmentation pédagogique à double niveau. Donc, ce qui a été mis en place pour ce cas précis, c'est assez similaire que sur le premier. Je vais reprendre donc sur la partie cadrage du projet qui est inhérente. Chaque projet commence toujours par une partie réunion de lancement pour cadrer finalement le fonctionnement global, les attentes, etc. Cet atelier prise des enjeux que j'ai déjà développé auparavant, mais qui est extrêmement importante. Je ne vais pas revenir dessus. Et on a accentué cette fois-ci le point sur le cadrage technique, les modes d'implémentation et de différenciation pédagogique. Avec une dizaine de profils différents, c'est beaucoup plus pertinent de gérer ça d'une manière technique, étant donné que quand on fait de la création de guides, on se retrouve sur une segmentation simple, on peut faire plusieurs types de branches. Si on se retrouve avec 10 profils différents et chaque profil ayant 20 branches différentes, ça reste indigeste à la conception. Donc, on a cette possibilité de segmentation directement avec cette partie technique. Puis, toujours cette partie conception et support de conception et cette partie communication que je ne vais pas redévelopper. J'avance sur sur ce dernier levier qui est les notifications push. Avec un autre chiffre, un projet sur 3 échoue en raison d'une communication inefficace. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. En effet, si on a
un nouvel outil en interne, les clés pour le faire, mais pas de communication, en tant qu'utilisateur, j'ai pas la connaissance, j'ai pas l'information, au-delà de la connaissance, de voilà, j'ai les clés pour réussir, j'ai les clés pour prendre en main ce genre d'outil. Voilà, donc d'où l'importance de la communication avec les notifications push. Donc, le principe qui est des messages de communication poussés à vos utilisateurs directement sur les logiciels via un pop-up. Donc, Alexandre, tout à l'heure, vous l'a présenté en le lançant dans la partie actualité du player. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on peut le paramétrer pour l'afficher directement dès l'ouverture de l'outil. C'est-à-dire que je suis un utilisateur, je me connecte sur mon outil et j'ai cette pop-up qui apparaît directement dès l'ouverture. Alors, bien sûr, c'est paramétrable pour éviter que ce soit trop intrusif. Et l'idée, c'est une communication de masse que je peux cibler et segmenter également, de la même manière qui vous a été présentée précédemment. Mais j'ai cette possibilité de faire une communication de masse pour communiquer à tous mes utilisateurs. Je peux ajouter une sorte de récurrence. Est-ce que j'ai besoin de communiquer à un instant T ou en continu, par exemple, sur une mise en production pendant 2 semaines, je peux communiquer la même information, etc. Tout ça, c'est paramétrable. Donc, si on reprend les avantages, une communication intégrée au logiciel, donc sur le même principe que les guides, etc. Une interaction continue avec les utilisateurs, parce qu'on peut le paramétrer pour que ça pop directement dès la page d'accueil. Des messages personnalisés selon les utilisateurs, donc on en revient sur la segmentation qui vous a été présentée, et un taux de consultation qui est plus élevé, étant donné qu'on peut pousser la notification nous-mêmes. Je vous présente un dernier cas concret avec un client du secteur optique qui a fait appel à Lemon Learning pour outiller une nouvelle version informatique en interne. Donc là, l'idée, c'était plutôt sur des magasins. On avait donc ce client dans le secteur de l'optique avec plus de 800 magasins en France et à l'étranger. Et l'idée était une communication pas ciblée par personne, étant donné que c'était un ordinateur par magasin, mais plutôt une communication de masse avec une récurrence donnée. Donc là, on est sur un secteur, sur un accompagnement d'un nouvel outil métier. Et l'idée était d'utiliser une communication de masse pour véhiculer de l'information et qu'elle reste pertinente. Donc là, si on reprend le cas concret des guides, des contenus guides, pardon, c'est pas pertinent dans le sens où l'idée est une communication de masse et on a donc cette possibilité de notification qui est segmentable par magasin qui a été mise en place. Donc, pour l'organisation, ça reste sensiblement la même chose. On est toujours sur une réunion de lancement, un atelier de prise des enjeux, un atelier technique également pour gérer cette segmentation. Mais cette fois-ci, on a accentué sur cet atelier communication et mise en place des pushs. Ce qu'il faut savoir dans cette gestion de projet avec nos clients, la réunion de lancement est très importante parce que ça nous permet justement de comprendre les enjeux, être en phase avec nos clients et de se dire, voilà les ateliers inhérents et voilà les ateliers sur lesquels il faut vraiment insister parce que c'est là que se déroulera tout l'enjeu finalement du projet. Je repasse la main à Alexandre. Alors, pour le dernier chapitre de ce webinaire, donc les indicateurs pour mesurer le ROI de vos formations, le but, en fait, c'est pourquoi c'est important de mesurer ces données. C'est tout simplement pour avoir un retour. Est-ce que la mise en place de ces outils a été pertinente? Donc, on identifie quatre indicateurs clés qu'on retrouve dans énormément de nos projets, dans la plupart de nos projets clients. Dans un premier temps, il y a la qualité des premières données saisies, où notamment on intervient avec les validateurs de données, mais aussi tous les guides qui sont mis en place pour redonner du contexte et ce qui est attendu du collaborateur. Donc, le but, c'est d'avoir pas ou peu d'erreurs de saisie et d'éviter un retraitement derrière, mais aussi de gagner du temps et de pouvoir utiliser cette donnée directement et d'être le plus pertinent possible dans son utilisation. En termes d'indicateurs clés, on a aussi les taux d'utilisation. Donc, ça va être le taux d'utilisation des utilisateurs sur l'outil. Euh, Quel va être son taux post-déploiement et aussi dans la maturité de l'outil? Est-ce que des utilisateurs se sont perdus en cours de route? On se rend compte finalement, dans plein de cas concrets chez nos clients, que finalement des outils étaient vraiment pas ou peu exploités, malgré des utilisations qui sont ultra performantes, mais sans la pédagogie adaptée, finalement, une grosse partie du logiciel est à l'abandon. Un autre indicateur clé, mais pas des moindres, qui est vraiment une des clés de ces projets, c'est aussi la satisfaction des utilisateurs. Le but dans ce genre de projet, c'est aussi que, à travers cette satisfaction, les utilisateurs se développent encore plus leur expertise, soient plus en confort. Il n'y a plus cette peur, entre guillemets, de dire je ne sais pas, de faire des demandes de support. Il y a moins de frustration. C'est vraiment, c'est plus dur à quantifier, à part par des retours d'expérience, mais c'est vraiment un indicateur assez fort.
Et enfin, l'indicateur qui parle en général beaucoup à la DSI, mais qui est très important, ça va être tout ce qui va être demande de support formation et en fait tout le support applicatif en général. Le but, c'est est-ce que ces demandes ont été réduites? Est-ce qu'on peut quantifier ça par rapport à un nombre de demandes? Est-ce que le besoin de formation a diminué? Est-ce que les utilisateurs sont plus à l'aise sur l'outil? On peut vraiment imaginer ces quatre indicateurs. Donc un chiffre, 7 à 10, c'est les contenus, les learning sont 7 à 10 fois euh, plus consultés que les contenus classiques, les modes opératoires classiques, et je vais même plus loin. Quand on pousse l'information sur l'outil, on se rend compte que finalement, on arrive vraiment à 90% de consultation, là où des modes opératoires classiques ne seraient pas à ce niveau-là. Donc c'est un chiffre assez percutant, mais qui représente bien la puissance de la solution, en fait, le fait de pouvoir donner ça en direct à l'instant T quand l'utilisateur en a vraiment besoin, quand il attend cette aide, qu'il n'a pas besoin d'aller la chercher. Donc, si on parle de résultats maintenant, comment augmenter le ROI? Quand on regarde en moyenne, les résultats qu'on a chez nos clients sont assez exceptionnels. En termes de support applicatif, on arrive à réduire les coûts support applicatif de quasiment 50%. Donc, en termes de tickets, c'est à peu près la même proportion. Au niveau du nombre de formations, on arrive à réduire la formation sur la prise en main des outils et sur la maturité des outils des différents projets de quasiment 75% en moyenne. En termes de réduction des coûts de la production de contenu, c'est comme Sacha vous l'expliquait bien et comme on a pu le voir dans l'éditeur. En fait, le but, on arrive à créer du contenu, à le maintenir à jour dans le temps 3 fois plus rapidement qu'avec des modes opératoires classiques. Le but, c'est d'avoir une grande flexibilité à ce niveau-là. On se rend compte finalement que sur certains outils classiques du marché, il y a des releases majeures quand même plusieurs fois par an. Pour des outils maison, ça peut être encore plus rapide. Le but, c'est de toujours pouvoir s'adapter et que l'utilisateur puisse utiliser au mieux les différents outils. Vraiment, le but, c'est d'améliorer la satisfaction, mais aussi de réduire les coûts qui viennent autour de ces outils et de pouvoir les utiliser au mieux. Donc, de gagner aussi en performance. Donc, pour la dernière partie, on va répondre à vos questions. Donc, pour compléter une question à laquelle Sacha a déjà en partie répondu, quelles sont les principales différences entre Lemon Learning et WalkMe? Je ne vais pas parler pour moi, je vais parler par rapport à des cas concrets qu'on a vus chez nos clients. Il faut savoir que WalkMe a une approche un peu différente de la nôtre, même différente de la nôtre. Donc déjà en termes de support, c'est ce que nos clients nous remontent souvent. Il faut savoir que à la genèse de WalkMe, c'était plus des guides qui étaient orientés dans la Silicon Valley pour des personnes de la tech qui n'ont pas du tout les mêmes utilisations des outils et pas du tout les mêmes attentes. Euh, le but, c'était, quand on a récupéré certains projets, on se rend compte que par rapport à ce support et les nombreuses fonctionnalités qu'ils proposent sur certains cas, finalement, il y avait seulement 5 ou 10 guides qui étaient créés. Parce que derrière, il n'y avait pas un chef de projet comme Sacha, par exemple, ou les autres chefs de projet qu'on a en interne qui vont faire ce suivi et ce support, qui vont aider à la création du contenu, qui vont bien faire l'atelier de prise des besoins. Donc, on a récupéré plusieurs dossiers comme ça. Le but, c'est vraiment, je pense que le support nous démarque très largement de ce qui se fait ailleurs. Donc, on travaille principalement avec des grands groupes. Donc, en termes de sécurité, de formation, etc., on a l'habitude de montrer patte blanche aussi sur des sujets qui ne sont pas toujours le cas de certaines boîtes américaines. Mais voilà, ça, c'est un autre débat. Donc, le support nous démarque vraiment. Je- Merci Alexandre. J'allais rebondir sur la seconde question de Alice sur votre outil respecte-t-il l'accessibilité numérique? Alors oui, tout à fait. On a un contrat, un client qui justement nous a fait cette demande d'accessibilité qui était très importante pour ses utilisateurs et qui du coup nous a donné une liste complète des différents aspects qui devraient être couverts par cette norme, donc cette norme accessibilité. Et du coup, nous avons travaillé sur le développement, donc qui est toujours en cours actuellement, mais qui, d'après la roadmap, devrait pas tarder à arriver, qui nous permet justement d'avoir cette norme accessibilité. Ensuite, cette deuxième partie de question où j'ai commencé à répondre, est-ce intégré en dur dans le code ou un outil supplémentaire qui ne permettra pas au lecteur d'écran d'y accéder? Donc, on a différentes possibilités d'implémentation. On choisira toujours la plus pertinente en fonction des possibilités, c'est-à-dire que si vous n'avez pas accès au code de l'outil, on se dirigera plutôt sur une extension de navigateur. En fonction des enjeux pour vos utilisateurs, j'entends par là, si je suis sur un outil, sur un scope français et international, et par exemple, je n'ai pas la mainmise sur l'ordinateur de mes collaborateurs à l'étranger, il sera tout de suite plus simple d'avoir l'outil directement
intégrés dans votre outil, d'avoir Lemon Learning intégré directement dans votre outil. C'est-à-dire qu'on ne sera pas obligé de pousser une extension de navigateur sur des parcs informatiques qu'on ne maîtrise pas, ce qui est logique. Donc voilà, on a différentes possibilités, mais il faut s'accorder et se dire qu'est-ce qui est le plus pertinent dans le cadre du projet du cas spécifique. Ensuite, on a une question de Laurence C. Est-ce que cela peut être intégré aux différents outils d'Office 365? Oui, c'est le cas. On a déjà des clients qui, sur la suite Office, avec des guides qui fonctionnent très bien. C'est très apprécié, il me semble, Alexandre. Dis-moi si je me trompe. Tout à Mais fait. ouais. On a beaucoup de retours justement par rapport à ça et de nouveaux projets qui sont aussi déployés dessus, sur la suite Office, mais aussi sur la suite Google, par exemple. On se rend compte que finalement, il y a beaucoup d'usages de fonctionnalités qui ne sont pas aussi exploitées dedans. Et aussi, ça permet aussi, lors de l'onboarding de différents collaborateurs ou à tout stade de projet, de pouvoir que chacun de ces outils, de ces différentes suites, soit utilisé au mieux. Et c'est particulièrement dans les grands groupes, c'est un sujet sur lequel on intervient très régulièrement. Merci Alexandre. Ensuite, une question de Nadège. L'éditeur travaille directement sur l'IHM du logiciel, donc si celle-ci évolue, il faut retravailler les contenus Lemon Learning en conséquence. Oui, en effet, parce que Lemon Learning avec l'éditeur se base sur le code HTML et CSS de l'outil. Donc, bien que ce soit transparent pour l'utilisateur, il y a quand même un fonctionnement technique derrière. Et si on a des montées de version sur un outil, par exemple, c'est l'exemple qui a été pris par Nadège, on se retrouve avec donc un outil évolutif et en conséquence, il faut faire évoluer nos contenus. En revanche, l'avantage de Lemon Learning, c'est qu'on a une simplicité, comme l'exposait Alexandre, une simplicité de modification. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple d'un outil qui change, on a une interface qui diffère, mais le texte reste sensiblement le même. Je retourne sur mon étape en question, j'ai juste à la recibler, c'est-à-dire en un clic, deux clics, un clic pour cibler, un clic pour sauvegarder. Ensuite, je peux juste modifier une seule étape, en ajouter une parmi entre la 1 et la 2, et entre la 1 et la 2, je peux en ajouter une nouvelle, etc. J'ai cette simplicité qui permet cette gestion au quotidien et de ne pas se retrouver submergé par les releases des éditeurs. En revanche, il faut rester les pieds sur terre et se dire il faut avoir quand même connaissance des release notes. C'est un cas de figure que j'ai déjà rencontré chez certains clients qui n'avaient pas une bonne communication sur les releases avec leur éditeur et certains changements qui ne sont pas communiqués. Donc, ces changements, il faut les avoir en amont, mais seront pris en compte très rapidement. Ensuite, une question de Valérie. Est-ce que cette solution peut être intégrée à n'importe quel logiciel comme des logiciels graphiques? On peut intégrer Lemon Learning sur n'importe quel type d'outil à partir du moment où on a un accès en SaaS et à partir du moment où on a soit un accès au code, soit une possibilité d'ajouter une extension de navigateur. Mais on peut, comme le disait tout à l'heure Alexandre, on a des clients sur des outils faits maison et sur des outils du marché. C'est-à-dire qu'on peut s'implémenter sur vraiment une très grande variété d'outils. Et dans le cas où l'interfaçage n'est pas optimum en début de projet, ce qui peut totalement arriver, on a prévu une phase de test fonctionnel et qui nous permet de faire des ajustements pour avoir un 100% de capacité d'interfaçage. C'est un outil qui s'adapte sur tout type d'outils, donc forcément, ça demande quelques ajustements, mais ils sont toujours pris en compte en amont du début de projet, ce qui nous permet de pouvoir s'implémenter sur vraiment tout type d'outils. Je pense que la question d'après, tu es plus légitime que moi aussi dessus. Alors, Marie-Charlotte, faut-il prévoir un accompagnement complémentaire lors de la mise en place de Lemon Learning où tout est géré par le chef de projet Lemon Learning? Alors, tout dépend. On a cet accompagnement. En fait, il faut voir Lemon Learning comme un gain de temps pour vos utilisateurs finaux, mais en amont, il y a quand même un certain travail à faire. C'est-à-dire que cet atelier de prise des enjeux dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une réflexion qui est faite avec Lemon Learning, certes, mais également avec les parties côté client. C'est-à-dire que c'est une réflexion commune qui demande une bande passante, au moins sur le début du projet, pour mettre en place les bons jalons, partir dans les bonnes directions, s'accorder avec Lemon Learning. Après, contractuellement, Alexandre pourra en parler beaucoup mieux que moi, je ne suis pas commercial, mais on a plusieurs possibilités qui sont soit de tout faire réaliser par Lemon Learning, ce qui demande une gestion minimale côté client, soit de faire réaliser par le client qui demande un investissement en ressources et en temps. Après, Alexandre, je ne sais pas si tu as ajouté quelque chose là-dessus, mais…
Non, c'est très clair. Ça dépend vraiment des choix de nos clients. Dans 60% des cas, le client crée en autonomie le contenu sur l'éditeur, donc pour les différents projets. À savoir que quand on lance un projet, les premiers livrables sont toujours apportés par le chef de projet et nos équipes, ce qui permet lors du déploiement de directement avoir de la valeur et d'une première utilisation. Après, c'est vraiment des choix qui sont faits par rapport justement aux ressources au temps, comme Sacha l'a bien signifié. C'est vraiment au cas par cas. Pour passer sur la question de Caroline B, est-ce que cet outil peut être installé chez nos clients pour un logiciel que nous installons? Alors, c'est tout à fait possible. On travaille beaucoup dans une logique de partenariat avec plusieurs éditeurs. Donc, le but, on peut très bien avoir une discussion là-dessus par la suite pour que je puisse vous expliquer notre modèle de partenariat. On a plusieurs façons de fonctionner que je ne vais pas détailler ici pour une, une question de temps, mais on pourra très bien avoir un échange là-dessus. C'est totalement envisageable. On le fait déjà. C'est tout à fait envisageable. Pour enchaîner sur la question, oui, dis-moi. Attends, excuse-moi, je rebondis juste, Alexandre, sur ce que tu disais. J'ai notamment des clients qui ont packagé finalement l'offre Lemon Learning dans l'offre à leurs clients et du coup qui vendent aussi cette prestation auprès de leurs clients. Donc c'est tout à fait possible de le vendre lorsque vous implémentez des outils pour vos clients. Tout à fait, exactement. Pardon, Alexandre. Non, t'inquiète pas, c'est bien, c'est des précisions en plus. Donc la question de Béatrice, c'est l'outil peut-il être multilingue? Alors tout à fait. Dans la partie back-office, en fait, quand vous allez créer un contenu dans une langue, un guide ou autre, vous allez directement pouvoir le transposer avec un outil de traduction dans plusieurs langues. Donc par exemple, pour le projet, pour un projet pour PSA, on a traduit le contenu dans plus de 22 langues. Le but, c'est de ne pas avoir besoin de recréer le contenu dans différentes langues à chaque fois. Vous pouvez directement les transposer. Derrière, plusieurs moyens de vérification sont possibles. Je te laisse peut-être appuyer, Sacha. C'est ça, en fait, on est connecté directement à une API et dans le back-office, on a cette possibilité de faire de la traduction rapide, c'est-à-dire connecter à une API, par exemple Google Traduction, et ensuite de venir apporter des correctifs. Il faut toujours un humain pour vérifier. Ou on a cette possibilité de mission de traduction qui, par exemple, peut être missionnée pour Lemon Learning ou côté client. C'est une personne qui va traduire, s'occuper de la traduction finalement complète des contenus. Donc, l'outil peut être tout à fait en multilangue et on a cette possibilité de pousser du contenu directement dans la bonne langue des utilisateurs. Merci, Sacha. Pour la question d'Elodicée, y a-t-il un tableau de bord disponible par utilisateur? Donc, possibilité de créer un parcours par type d'utilisateur. Alors, tout à fait, on peut avoir des statistiques générales et des statistiques détaillées. Les statistiques générales vont être plus sur la partie quel contenu va être le plus consulté. Ça peut donner des pistes. Et d'ailleurs, le chef de projet et l'ingénieur pédagogique ont aussi un rôle de conseil, peut-être sur les endroits où on peut encore améliorer le contenu qui est proposé et la possibilité de créer un parcours de partie d'utilisateur. Tout à fait, c'est par exemple la segmentation pédagogique dont on parlait tout à l'heure, où chaque utilisateur aura des contenus adaptés à ses besoins. Pour que la solution soit pertinente, il faut pousser le bon contenu à la bonne personne. C'est là qu'est toute la puissance de la solution. Tout à fait, on extrait des données de ces statistiques et en fonction du mode d'authentification qui a été poussé, on a justement cette fine précision de population, de tel guide a été vraiment visionné 10 fois ou 1000 fois et ça nous permet justement d'extraire ces données et avec le chef de projet de se dire, de se poser les questions de pourquoi on a ces chiffres-là et comment on peut les traduire. Est-ce qu'on a des chiffres bas parce que c'est un process qui est utilisé une seule fois dans l'année sur un instant T? Est-ce qu'on a des chiffres bas parce que c'est un guide qui n'est pas pertinent pour nos utilisateurs? Ça peut arriver. Alors, entre le moment où on a fait un atelier de prise des enjeux et le moment où c'est déployé, il peut se passer après du temps et l'outil peut évoluer et est-ce que les process sont toujours pertinents? Donc, c'est à ça que va servir finalement cette partie statistique, aller finalement dans la donnée vraiment fine en fonction de l'authentification et de la segmentation et de pouvoir rebondir. C'est tout l'avantage, c'est une synergie qui est créée par le fait de pouvoir faire des modifications très rapidement, mais d'avoir aussi un œil de reporting sur l'utilisation. Et ça rejoint directement la question derrière de Béatrice C. Quelle est la durée moyenne d'un projet chez Lemon Learning sur un outil enfin, peu importe l'outil. Alors, en général, on dit que ça va être une durée moyenne de 2 mois, mais j'ai envie de dire que ça dépend beaucoup de la personne avec qui on travaille, donc avec le client, parce que le but, ça va être, par rapport aux différentes réunions qui vont être planifiées, l'atelier de prise des besoins de co-conception, le délai peut changer, mais en général, on part sur une durée moyenne de 2 mois. Ça peut être plus rapide, ça peut être plus long par rapport à ce qui est attendu de la part de nos clients. Je te laisse peut-être encore accentuer. Oui, c'est une question très intéressante que absolument tous nos clients nous posent en début de projet.
projet. Combien de temps dure la mise en place d'un projet? Je pourrais vous dire, dans le meilleur des mondes, comme l'a dit Alexandre, un mois et demi, c'est possible à faire. En revanche, il y a toujours des aspects non négligeables qui sont, ce qui remonte souvent, c'est les aspects de sécurité. Euh, Qu'est-ce que les learning collecte, comment les learning s'interface avec l'outil, etc. Et c'est des questions souvent qui prennent du temps. À partir du moment où on lance un projet et qu'on a déjà vu tous ces aspects-là, c'est-à-dire tout ce qui est RGPD, sécurité, etc., c'est vraiment ce qui prend le plus de temps dans le lancement d'un projet. Si on a déjà vu tous ces projets-là, un projet peut se faire très rapidement. Je ne vais pas vous réexpliquer toute la gestion du projet, mais on a une gestion qui est bien définie, qui est déclinée en ateliers. Ces ateliers permettent de gagner du temps. On peut faire des ateliers projets en simultané des ateliers techniques parce que les deux peuvent se faire en simultané. Donc finalement, on peut aller très vite à partir du moment où on a les ressources pour aller vite. Très clair. Donc, on va peut-être pouvoir répondre aussi à cette question de Béatrice C. Lemon Learning permet-il d'avoir des statistiques de nombre de connexions aux outils métiers par les collaborateurs? Tout à fait. Je te laisse répondre et je compléterai peut-être. Tout à fait. En fait, sur les statistiques, toujours encore une fois en fonction du mode d'authentification. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans certains contextes, nos clients ne souhaitent pas qu'on récupère certaines informations, ce qui est tout à fait compréhensible. Et du coup, on va pousser un mode d'authentification anonyme. On ne récupère pas l'information de qui utilise nos contenus. En revanche, si le vœu est de récupérer ces contenus pour traiter les données qui en ressortent, on a cette possibilité d'avoir des statistiques vraiment fines et d'aller au détail du nombre de connexions, du nombre d'utilisations, du nombre de clics sur un guide, etc. Donc, c'est encore une fois en fonction de ce qui nous est mis à disposition. Et ça, souvent, c'est un sujet qui est traité sur cette partie sécurité. Donc, un sujet vraiment à prendre en amont du projet. Merci, Sacha. Pour la dernière question, donc de Elodie C, y a-t-il des stades d'utilisation de guide également? Quel guide est le plus utilisé, tout utilisateur confondu ou partie d'utilisateur? Donc Sacha l'expliquait un peu plus tôt. Donc dans les stats plus générales, vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations et encore une fois, le chef de projet et l'ingénieur pédagogique vont pouvoir vous conseiller. Ont aussi ce rôle de voir durant la durée de vie d'un projet, les différentes phases. Il peut y avoir des évolutions à ces niveaux et donc du coup, le but c'est de pouvoir adapter par rapport à ce que ces données traduisent pour pouvoir adapter le contenu le plus proprement possible. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. C'était très clair, c'est très clair. Super. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Sacha. Ben, merci à tous de nous avoir suivis, d'être restés jusqu'au bout. J'espère qu'on aura pu vous apporter assez d'informations sur notre travail au quotidien et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez directement nous envoyer un mail ou nous contacter par téléphone. On se fera une joie de répondre à des questions supplémentaires. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.